Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h12 sur Europe 1, merci d'être avec nous, on est en direct et c'est vrai que c'est incroyable ce qui s'est passé en Haute-Marne. Gauthier Leray, on va rappeler les faits, un élève a agressé au couteau une surveillante lors d'un contrôle de gendarme devant l'établissement. Absolument, cette surveillante faisait il l'a tué oui, il l'a tué. Elle est morte des suites des coups de couteau qu'il lui a infligés. Donc vous savez que, parce qu'on a eu un cas il n'y a pas longtemps du côté de Nantes où une jeune élève a été tuée de 57 coups de couteau, et donc il y a des établissements scolaires qui ont mis en place des fouilles de sacs à l'entrée, et donc là on est en début de journée, les cours vont commencer, cette surveillante fouille les sacs des élèves, il y en a un qui sort un couteau et qui la tue. Voilà. Et vous aviez tout à l'heure raison, Cyril, de vous... Alors, justement, Gauthier, parce que juste avant, il y a Emmanuel Macron forcément qui a tweeté. Alors qu'elle veillait sur nos enfants à Nogent, une assistante d'éducation a perdu la vie, victime d'un déferlement de violences insensées. Tous, nous sommes aux côtés de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté éducative. La nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer les crimes. Moi, si j'étais Emmanuel Macron, je ne tweeterais plus. Je me tairais. Je me ferais discret. Ouais, moi aussi. Voilà. Surtout, non mais c'est ça. Surtout le brainwashing. Voilà. Exactement. Oui. Voilà. Surtout après avoir discuté ce week-end. Non mais il a quand même un culot. Non mais c'est incroyable quand même. C'est fou. Il parle de violence inouïe. C'est le même homme qui, dans Le Parisien, disait qu'au lieu de parler d'écologie, certains préféraient brainwasher, faire donc du lavage de cerveau sur les faits divers. Je me demande si elle a un jeune enfant, un très jeune enfant, cette femme qui vient de perdre la vie, qui était surveillante, qui avait une trentaine d'années. Je me demande si il pourra aller voir son fils, lui dire dans les yeux: ta mère est morte d'un fait divers. Parce que le couteau auprès des jeunes, le couteau à l'école, avec la multiplication des événements, je viens de rappeler Nantes, ce n'est plus un fait divers, c'est un fait de société. Alors on a le profil du jeune homme, c'est sûr. Oui, c'est Elisabeth Borne qui l'a donné, ministre de l'Éducation nationale. Alors, 14 ans. Quentin, 14 ans. Quentin, 14 ans. Il avait été déjà 2 fois expulsé de son établissement. Il ne présentait plus de comportement qui posait problème depuis novembre dernier jusqu'à ce matin. Et je rappelle là aussi les propos d'Elisabeth Borne qui ont quelques heures. Elle disait... il y a eu le rapport sur les frères musulmans, il y a eu la mort d'Elias qui est tué à coups de machette en plein Paris. Il ne faut pas légiférer à chaud. Et il y a la maman d'Elias qui lui a répondu ce matin en disant: de qui se moque-t-on? On attend quoi? Mon fils est mort d'une grande dignité, la mère d'Elias. Et donc là, on a une ministre de l'Éducation nationale qui se déplace. Il y a 48 heures, il nous disait qu'il ne fallait rien faire à chaud. Il faut quand même dire, Gauthier, que donc, les contrôles aléatoires des sacs, suite à l'annonce du Premier ministre, sont mises en place. J'ai commencé par là. Il y a eu, fin avril, au lendemain de l'attaque mortelle de Nantes que tu as donnée, 958 contrôles aléatoires, et ce qui est fou, c'est qu'on a trouvé beaucoup d'armes blanches. De saisir 94 armes blanches. Ouais. Donc là, le phénomène de société, il est là. Une centaine d'armes blanches dans les sacs à dos, les cartables de nos ados. C'est le dessin de Plantu aujourd'hui qui met 2 petits garçons. L'un a une règle dans son sac, l'autre a un couteau. Voilà. J'adore Plantu, c'est exceptionnel, mais c'est vrai que c'est fou. Mais je vais vous dire, ce pays commence vraiment commence vraiment à faire peur à tout le monde. Plus personne ne veut venir en France. Non, mais je vous le dis, plus personne ne veut venir en France. J'aimerais bien qu'on fasse le ratio entrée-sortie, ceux qui veulent rentrer, ceux qui veulent sortir, parce que ça va commencer à s'équilibrer. Non mais je vous le dis, c'est un truc de fou. Surtout que les talents partent. Bien sûr, et c'est pas souvent des talents qui arrivent. Oui, à part les investisseurs étrangers, depuis la 6e année consécutive, la France est le pays où on investit le plus avec les investisseurs étrangers. Et le sommet de Choose France. Mais c'est pas pour y vivre, ils investissent, c'est normal. Ils mettent l'oseille, mais ils se barrent. Ça reste attractif financièrement, mais pas pour la vie. Ça reste attractif financièrement. Les mecs ils vivent pas ici, ils mettent l'oseille ici, puis ils se cassent. Vous vous rendez compte? Puis ils se barrent. C'est pourquoi ils font ça. Mais je vais t'expliquer pourquoi ils font ça, et là tu vas voir que c'est énorme ce que tu as dit, et ça montre bien encore la politique d'Emmanuel Macron qui est catastrophique. Ils font quoi les mecs? Ils investissent ici, mais ils payent pas d'impôts ici. Ils payent leurs impôts à l'étranger puisqu'ils ont des boîtes là, ils ont des boîtes à Dubaï, ils ont des boîtes en Irlande, ils ont des boîtes un peu partout, et ils payent pas leurs impôts ici. Ils investissent ici, mais comme leur siège et leurs principales activités sont ailleurs, ils payent pas leurs impôts ici. Donc ça, une fois de plus, ce que vous venez de dire, ça met encore en exergue la politique d'Emmanuel Macron qui est un échec sur toutes les lignes. Voilà. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est-à-dire que même sur ça, on est en échec, c'est catastrophique. Mais là, ce qui se passe encore dans une école, quand Emmanuel Macron, après ce qu'il a dit, tweet, mais franchement, mais Cyril, mais pas du tout. Alors vous voulez que je vous dise, moi je pense que ça lui serait moins reproché. Franchement, mais il aurait dû mettre un tweet, ça dépend s'il tweetait pour dire qu'il avait eu tort, de dire ce qu'il a dit il y a 48 heures.
Oui. Il a qu'à reconnaître qu'il a eu tort de dire qu'on fait du lavage de cerveau sur les faits divers. On fait cette émission depuis un an. Combien de Français on a enterré ? Combien de jeunes Français on a enterré ? On a parlé de Philippine au début de l'année, du gendarme Comines qui s'est fait faucher, du jeune Elias dont la mère prend la parole, de Benoît Adax qui est tué pour une histoire de casquette. La situation est grave dans notre pays. C'est un sujet aussi dans le monde occidental. Au même jour, en Autriche, il y a une fusillade dans un lycée avec une dizaine de morts. Donc la jeunesse dans le monde occidental ne va pas bien. Oui. Et dans notre pays. Et c'est pas parce que c'est pire ailleurs que Jean-Philippe qu'on s'en inspire. Un vrai sujet dans notre pays. Non, mais au-delà de ça, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, mon Olivier, c'est que rien ne va dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays où il y a pas mal de choses qui vont. Là, tout va mal. C'est-à-dire que ça fait 8 ans que le président est là. On n'a jamais été dans une telle situation où rien ne va. Il y a rien il coche aucune case. On a réussi les JO. Mais rassurez-vous. Arrêtez qu'on s'en fout de réussir les JO. Ça dure 15 jours. Tout le monde réussit les JO. Vous croyez, vous avez déjà vu une ville qui ratait les JO, vous? Non, mais n'importe quoi. Vous avez déjà vu, on a dit, les JO étaient ratés. Mais les mecs, arrêtez de dire des conneries. Tu mets tous les flics de France au même endroit. Moi aussi, j'ai réussi mon tournoi d'échecs la semaine dernière. J'ai essayé. J'avais un tournoi de fléchettes la semaine dernière. Non, mais les amis, arrêtez. Vous voulez que je vous dise? Même sous Macron, les mecs, mais arrêtez. Sous Macron, c'est catastrophique. Mais même Johnny Hallyday s'est barré. Johnny Hallyday, on a perdu Johnny Hallyday, on a perdu Charles Aznavour, on a perdu Alain Delon, on a perdu Jean-Paul Belmondo, on a perdu. Mais les mecs, sans rigoler, on a perdu Philippe Noiret, je crois. Avant, ouais, voilà, mais bon, voilà. Mais rassurez-vous, le président de la République prendra ce soir la parole sur les océans. Il faut vite qu'il arrête parce que sinon, je veux pas qu'on en perde d'autres. Voilà, des légendes. Non, mais je vous le dis. Donc vous pensez que dans 2 ans, quand Macron ne sera plus là, puisqu'il ne sera plus là, vous en serez enfin débarrassé. Il n'y aura plus de faits divers, il n'y aura plus d'ensauvagement de la société, il n'y aura plus des enfants pas gardés. Géraldine Maillet, vous voyez bien qu'il y a un laxisme terrible, vous voyez bien qu'il ne fout rien. Retailleau, il fait quoi? Darmanin, ils font quoi? Mais arrêtez de dire des conneries, vous voyez bien. Qu'il démissionne ou qu'il fasse quelque chose. Mais vous dites des bêtises, Géraldine, vous dites d'énormes bêtises. Vous voyez bien que dans la situation politique dans laquelle on est, ils ont une marge de manœuvre très infime. Ils ne peuvent pas le faire. Il fallait qu'Emmanuel Macron, il fallait pas qu'il fasse la dissolution et qu'il ait le courage de dire je vais porter jusqu'à la fin le ballon entre les poteaux, comme on dit au rugby. Mais le truc, c'est qu'il s'est barré au milieu, parce qu'en vérité, c'était une façon de se barrer. C'est dit les mecs, moi je me barre, allez terminer, allez-y. Non mais c'est quoi ça? Bah oui. Là, on va perdre encore 2 ans. C'est indéfendable. Il ne va rien se passer pendant 2 ans ou à la marge. Donc ça va. Imagine dans quel état tu vas reprendre le pays. Voilà. C'est comme dans une entreprise. Il va vous expliquer, Gauthier. C'est que tu reprends une entreprise où il y a un mec avant qui a fait qui était mis à moins 10 millions d'euros par an, alors que tu t'en faisais plus 10 avant. Va ramer pour revenir. Et ensuite, en 2027. Non mais laissez pas parler Gauthier. En 2027, ça dépend évidemment du scrutin. Mais il n'y a pas de fatalité. Alors évidemment, personne ne va arriver avec une gomme ou une baguette magique pour effacer tous les crimes commis dans ce pays. Et l'ensauvagement global. Il y aura peut-être la volonté d'agir. Vous voyez bien que c'est une catastrophe depuis 8 ans, que ça s'est accéléré. Même François Hollande était mieux. Mais je vous dis, ça me coûte de dire ça. Mais ça me coûte de dire ça. Même François Hollande n'avait pas fait. Mais je crois que c'est le pire. Non, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, l'ensauvagement partout, la folie partout. Trump et Musk qui peuvent plus se piffrer. Vous voyez bien que tout est très compliqué aujourd'hui. Quel rapport entre Trump et Musk? Je vous dis juste arrêtez de penser que tout va changer parce que Macron va disparaître. Vous dites des énormes bêtises. Vous voyez bien que le pays, mine de rien, on sent une volonté dans les autres pays. On sent une volonté. Ah oui, c'est vrai que la volonté de Trump, en Argentine, le pays, l'Italie va très bien. Le pays est à l'arrêt depuis la dissolution. Exactement. Non mais l'Argentine va très bien. L'Italie va très bien. Donc arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de dire des bêtises. Mais l'Italie, excusez-moi, l'Italie ne va pas si bien que ça. Il y a plein de problèmes en Italie. Il n'y a pas de problème en Italie parce qu'un jour on lui a pas servi de mozzarella. Non mais moi je pense que Emmanuel Macron est italien. Je peux vous dire que j'y vais tous les week-ends. Je l'ai jamais vu en Italie. Arrêtez de dire des conneries. Moi aussi je suis tunisien. Pas de conneries. Je vous dis qu'en Italie tout n'est pas si simple. Vous avez mangé 2 pizzas, vous prenez pour des Italiens. Moi aussi j'ai acheté 2 fois des babouches. Je suis tunisien. Je pense qu'il faut connaître tout. En Italie c'est pas simple. Laissez parler Pascal. Elle vient gratuitement en plus. C'est trop bien. Emmanuel Macron, je pense qu'il est hors sol, mais il sait de toute manière que c'est dans les 2 ans il pourra rien faire. Et je pense qu'il essaie de contenir la colère dans le pays. J'avais un des invités ce week-end qui nous expliquait que de toute manière, si ça s'enflammait en France, les forces de sécurité n'étaient pas assez nombreuses. C'était un des responsables syndicaux de la police. Me disait on ne serait pas assez nombreux de toute manière pour contenir la colère. Et on a le sentiment. Mais on l'a vu lors de la finale de la Ligue des Champions. Ils ont parfois reculé. Ils étaient 5400. Ah bah oui, c'était horrible. Parce que quand tu te fais canarder par du mortier d'artifice, moi je l'ai vu en bas de chez moi. Ils étaient 60 en face, il y avait 3 voitures de police. Mais ils ne peuvent rien faire. Les policiers expliquent, les policiers d'Alliance qui étaient là ici te disent ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas le droit d'agir. Ils n'ont pas le droit de se défendre. Et ils ne sont pas assez nombreux en France pour pouvoir contenir une révolte massive. Et on a le sentiment que tout le monde essaie de mettre la main sauf que quand il a fallu mater les gilets jaunes, là ils y sont. Exactement. Bravo Mais c'est pour ça. Mais c'est vrai.
vrai. Ils n'avaient pas payé non plus. Mais sauf qu'on leur a enlevé tout leur droit d'agir. Parce que taper sur la France populaire, ça, il n'y a pas de problème. Ça, t'as pas de risque d'émeute après telle ou telle condamnation. Oui, bien sûr qu'il y a eu des mains arrachées et des éborgnés. Je suis complètement d'accord avec vous. Et avec Olivier d'Artigol. Pascal, je reviens dans le match. Emmanuel Macron aujourd'hui ne peut rien faire parce que la dissolution a fait que. Mais quand il pouvait, il a rien fait non plus. Quand il pouvait agir, il n'a rien fait. Et donc maintenant, on compte les morts. On compte les morts. Non, mais là, franchement, ta formule, elle est immonde. Pas du tout. Il a raison. Il a rien fait, maintenant on compte les morts. Il a raison. Il a raison. Bah si. Il a raison. Je vais demander aux auditeurs, s'il vous plaît. Je vais demander aux auditeurs. C'est pas du tout immonde. Mais non, mais il a pas dit ce qui est immonde, c'est de parler de brainwashing et de faits divers. Ça, c'est immonde. Mais je l'ai pas dit hier. Quand il y a des morts et des visages qui s'accumulent. Bienvenue, Pascal. Stop. 01 80 20 39 21. J'aimerais avoir des auditeurs. Et j'aimerais que les auditeurs réagissent. Non, mais sans blague à ce que dit Géraldine Maillet, parce que ça me rend dingue. Et je pense que ça doit rendre dingue les auditeurs d'Europe 1 d'entendre des choses comme ça. Inverser les valeurs de cette manière. Non, mais c'est incroyable. Et ce que disait Gauthier Lebret, je suis d'accord avec vous à 1000%, Gauthier. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1 parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent réagir là-dessus. Moi, je vais vous dire, moi, je suis. Non, mais je vous jure, je me dis, mais tous les jours, il se passe. Et moi, le voir tweeter derrière, mais j'ai envie de lui dire, mais tais-toi, arrête de tweeter, discrétion après ce qu'il a dit. Voilà, mais tais-toi, c'est tout, c'est la seule chose qu'on a envie de lui dire. Tais-toi, voilà, je vais lui envoyer le film là. Voilà, c'est insupportable. 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1, c'est animé aujourd'hui, à tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir sur Europe 1, 01 80 20 39 21 après ce nouveau drame. Et c'est vrai que nous, on s'est arrêté avec Gauthier, notamment sur le tweet d'Emmanuel Macron, qui pour moi doit se faire tout petit. Il ne doit même pas tweeter après la sortie qu'il a fait ce week-end. Franchement, voilà, qui se taise. C'est tout. Je pense que c'est ce que lui demandent nos auditeurs également. Léo est avec nous. C'est Léa de Vichy. Merci d'être avec nous, Léa. Oui, bonjour. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. 26 ans, Léa. Merci d'être avec nous sur Europe 1, Léa. Merci à vous de m'avoir appelé, du coup. C'est important. Vous voulez réagir, parce que c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses, et c'est vrai que on va pas se raconter d'histoire. Bien sûr, c'est pas la folie dans tous les autres pays, mais nous, rien ne va. Et on en a marre des tweets, on en a marre des réactions derrière. On espère que tout le monde va se mobiliser, parce que personne se mobilise, puisqu'il y a des drames tous les jours. Je vous dis, depuis qu'on fait cette émission, on a eu un drame pratiquement toutes les semaines. Voilà. C'est ça, et puis en fait j'ai l'impression d'être, tu sais, comme le film là, Un jour sans fin, je crois que c'est ça. En fait, tu te réveilles, t'as toujours une mauvaise actualité, c'est toujours la même chose. Après, c'est toujours, il y a des tweets, on va visiter l'établissement, il y a une marche blanche, on va dire, on va changer les lois. Et en fait, tu répètes ça au moins 10 fois dans l'année, c'est la France en ce moment. Alors, oui, j'ai une personne qui dit Géraldine et Torsol. On est devenu en 8 ans un pays du tiers-monde. Il n'y a pas de fermeté dans le pays. Quand tu n'es pas condamné, quand tu t'attaques, tu n'es pas condamné quand tu t'attaques aux policiers qui sont les représentants de l'ordre de l'État. C'est que le pays est malade. Il n'y a pas de sanctions dans ce pays. Il n'y a pas d'argent dans les poches des Français. C'est la justice. On sanctionne ceux qui travaillent. C'est Macron, le chef. Vous savez, moi, c'est un chef. Moi, si l'émission ne marchait pas ici, le responsable, c'est moi, c'est pas vous, c'est pas les ministres, c'est le président. Voilà, je vous le dis. Donc c'est moi. Il y a une indépendance de la justice quand même dans une démocratie. Non, mais s'il vous plaît. Moi, j'en prends toutes les responsabilités. Quand t'es président et que t'as dit je vais faire ci, je vais faire ça, à un moment tu te tais et tu dis les mecs, je suis une chèvre, voilà. Mélanie se heurte à sa justice aussi en Italie, puisque la justice ne lui donne pas raison. Non mais s'il vous plaît, Géraldine Maillet, là, vous dites, vous insupportez tous nos auditeurs, sachez-le. Je vous le dis, qui j'ai plein de gens qui m'écrivent et qui sont d'accord avec moi. Mais bien sûr, vos amis. Non, les auditeurs. Non, il n'y a pas d'auditeurs qui vous écrivent. Géraldine Maillet, arrêtez un peu, c'est des gens du Racing. Ça doit être des gens du Racing que vous avez croisés 2 fois. Non, mais si, voilà, ou bien des gens du Café de Flore qui s'en bat les couilles. Merci, Gauthier. Pas le rapport. Évidemment qu'il y a un problème avec la justice. Évidemment qu'il y a un problème avec la justice. Mais quand on a Gérald Darmanin. Faites comme Emmanuel Macron, faites-vous toute petite, merci, oui. Qui propose de mettre des peines minimales. Ça n'a pas été proposé avant. Donc là, à la rentrée, il va proposer qu'on instaure des peines minimales. C'est encore plus dur que la peine plancher parce que c'est dès le premier acte de délinquance et on n'attend pas la récidive. On peut faire des choses. Dans ton discours, il y a une forme de résignation. Non, on peut rien faire, c'est perdu. On peut faire des choses, bien sûr. Emmanuel Macron, dit que les corps intermédiaires sont de gauche et je vous dis que c'est très compliqué de changer les choses dans notre pays. Et Mélanie se heurte exactement aux mêmes choses. Mais Mélanie, elle a avancé sur plein de choses à part ça. Excuse-moi, on peut pas comparer le bilan de Mélanie, qui est là depuis 2 ans et qui a fait beaucoup plus pour l'Italie qu'Emmanuel Macron en 8
militant. Je vous dis qu'elle se fait retoquer plein de décisions pour l'immigration. Ne sortez pas Mélanie, vous prends un très mauvais exemple. Vous allez être ridicule. Tu prends un très mauvais exemple. Ridicule. Léa, qu'est-ce que vous pensez de Géraldine Maillet? Est-ce qu'elle fait du mal au pays? Non mais c'est vrai, non mais franchement c'est vrai. Ce qui fait du mal au pays, c'est les faits divers. Moi je suis pour rien malheureusement. Oui, Léa, fait de société, oui. Le président, ça joue beaucoup sur l'image de la France et que Macron, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est toujours un peu une catastrophe. Il dit que ce soir, on a parlé sur les océans, c'est vraiment le moment. Il est toujours à contre-courant. Mais qu'est-ce que les Français s'en fichent? Non mais ils s'en fichent des océans. J'espère qu'ils vont prendre une énorme tôle d'audience encore, qui va comprendre que tout le monde s'en fout. Comme d'habitude. Non mais moi je suis producteur, je le produis pas. Les Français ils demandent à vivre en sécurité, de pouvoir boucler les fins de mois et de pouvoir circuler où ils veulent sans des zones à faible émission. Et le président de la République il va faire 2 heures sur les océans. Et t'as François Bayrou qui fait le 20h, ça va le faire dîner à 21h, ça il va être ballonné, je connais. Léa, merci. Léa, non mais c'est vrai. Au moins il va parler de l'actualité François Bayrou qui préoccupe les Français. Au moins on a un Premier ministre plus connecté que le président. Exactement, parce que le président il sera dans les océans, il sera dans le grand bleu. Non mais quelle connerie, non mais sans déconner. Il faut en entendre des conneries pareilles. Léa, oui. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Quand vous voyez des gens déconnectés comme ça, comme Géraldine Maillet aussi, c'est pas une blague. C'est pas une blague parce que ces gens font mal à la France. Il y a une grande part d'éducation aussi, je pense, des parents ou même aussi soit le mauvais entourage ou quoi que ce soit. Aussi, je pense à l'école, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui a été vraiment très mal éduqué dans la classe et ça contamine certaines personnes qui peuvent être soit un peu complètement d'accord avec vous. Mais oui, bien sûr. C'est gentil, mais ça fait que je crois que le mec de 14 ans, il a dit j'avais envie de faire une dinguerie à la fin de l'année. Nous, les dingueries à notre époque, c'était quoi? Faire limite, je sais pas, une petite flash mob dans la classe ou quoi. Mais aujourd'hui, les dingueries, c'est faire des feux d'artifice ou tuer ou planter un prof, quoi. Non, mais c'est devenu n'importe quoi. Je suis d'accord aussi. Merci Léa d'avoir été avec nous, 26 ans. Magnifique. Léa. Merci Léa d'avoir été là. Il y a Laurent qui est avec nous dans l'éducation nationale, justement. Il est d'Agen. Ouais. Laurent, franchement, je sais qu'on va se dire, les moyens sont catastrophiques. Non? Allô? Oui. Oui, pardon. Laurent. Je suis à l'antenne, oui. Oui, vous êtes à l'antenne. Non, il faut arrêter avec les moyens. On entend toujours les moyens, les syndicats. On a assez de médecins scolaires, assez de psychologues scolaires, tout va bien? Non, mais c'est pas. Attendez, laissez-moi parler 2 secondes, je vais vous parler des. Bon, voilà. Alors, on parle toujours de moyens. Moi, je dis, il faut parler d'autorité. Bravo. Bravo. Il faut remplacer le mot moyen par le mot autorité. Vous redonnerez du pouvoir aux professeurs qui en ont plus, les pouvoirs de sanction, on n'en a pas. On peut tout plus te punir, donner quelques heures de colle, etc. C'est les chefs d'établissement qui peuvent sanctionner un élève, c'est-à-dire l'exclure en particulier. Nous, on peut pas. L'autorité, on peut en avoir si on a du pouvoir. On en a plus. Regardez les conseils de discipline. Je vais vous expliquer les conseils de discipline. Donc, déjà, dans un conseil de discipline, vous avez un tiers de parents, un tiers de profs, un tiers d'administration. Il y a 2 délégués élèves qui ont droit au chapitre et qui peuvent voter autant que les professeurs. On les met sur le même plan d'égalité au moment du vote. Ils peuvent décider ou non de l'exclusion comme un professeur, ce qui n'est pas normal, etc. Quand vous excluez un élève d'un établissement, vous l'envoyez dans un autre établissement, on se refile des patates chaudes sans traiter le problème. En fait, il faudrait les envoyer dans des établissements à discipline renforcée, où là, on pourrait vraiment les remettre sur la voie, la bonne voie. Mais ça, on le fait pas. Voilà une bonne mesure. Alors, les portiques, c'est risible, son histoire de portique. Là. En fait, faut traiter le mal à la racine et non pas après Bon, je voulais expliquer. Alors, il faut redonner du pouvoir aux professeurs. Laurent, restez avec nous. Laurent, restez avec nous. On va reprendre dans 1 minute. On fait une petite pause d'1 minute et on reparle de ça. 01 80 20 39 21. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir à ce fait divers et moi aussi au tweet d'Emmanuel Macron qui tweet encore. Bon, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. Il y a Laurent qui est avec nous dans l'éducation nationale qui veut réagir à ce drame qui a eu lieu aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent tiens, vous avez entièrement raison, monsieur Hanouna. Ce que dit Géraldine Maillet est inaudible et impensable. Je vous en prie, dites-lui de se taire. Non, elle peut parler quand même, mais celui qui doit se taire, c'est le président, oui aussi, parce qu'il faut qu'il arrête de tweeter, il faut qu'il agisse. Merci Laurent, merci d'être avec nous. Oui, Laurent, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Oui. Ben, écoutez, il y a une mesure très simple que les députés pourraient prendre qui coûterait pas cher. Justement, j'en reviens à ces problèmes de conseil de discipline. Il faut voir maintenant qu'il y a des conseils de discipline avec sursis. C'est impensable. C'est-à-dire qu'un élève peut ressortir d'un conseil de discipline avec un sursis et il ne peut être exclu que s'il recommet le même acte, ce qui est absolument pas le cas. Il recommettra jamais le même acte et en fait, il revient tout puissant au sein de la classe. En ayant ce sentiment comme on disait, d'impunité totale, et ça arrange pas du tout notre vie. Donc ça, les députés, ils pondraient une loi là rapidement, ça coûterait pas cher, revoir le fonctionnement des conseils de discipline, revoir leur convocation, parce qu'en fait, il y a que le chef d'établissement qui peut en convoquer un,
Les professeurs ne peuvent jamais en convoquer un d'eux-mêmes. Donc je vous dis, il faut redonner du pouvoir aux professeurs. On l'a perdu. On est foutu à cause de ça. On n'est plus crédible. Et c'est les parents qui, de toute façon, ont le dernier mot. Chaque fois, on nous demande des comptes, on met un mot dans le carnet, ils veulent nous voir parce pourquoi vous avez mis un mot, pourquoi ceci, pourquoi cela. Les chefs d'établissement, ils pensent avant tout à leur carrière personnelle, donc pas de vagues. Surtout, on met la poussière sur le tapis. C'est du clientélisme par rapport aux parents le plus souvent parce que c'est en fait leur clientèle à eux. Ils se mettent souvent de leur côté plutôt que du nôtre. Nous, on est vraiment toujours la 5e roue du carrosse. Le jour où on se révoltera vraiment, je vous dis, il y aura plus personne pour que l'éducation nationale s'en sorte. Elle s'écroulera de ses faillites parce que les professeurs en auront par-dessus la tête. Moi, il me reste 2 ou 3 ans avant la retraite. Il me tarde qu'une chose à cause de ça, c'est être à la retraite, voilà, pour ne plus avoir tous ces problèmes avec les parents, les élèves, qui n'ont plus aucune limite. La frustration, ils ne la connaissent plus. On entend toujours j'ai rien fait, c'est pas moi. Et dès que vous mettez des mots dans le carnet, vous retrouvez avec des rendez-vous avec des parents, il faut être à 2 maintenant pour les recevoir, au cas où il se passerait quelque chose. Vous vous rendez compte, on marche sur la tête, exactement. Non mais c'est incroyable, je vous jure. Mais oui, mais il faudrait peut-être écouter un peu les gens du terrain. Et alors, tous ces ministres-là qui ont toujours des idées folles, qui servent à rien. Bayrou, pourtant, il a été ministre de l'Éducation, il a été professeur aussi à la base, mais il y a longtemps, il y a peut-être 40 ans qu'il n'est plus. Peut-être qu'il consulte un peu la base, c'est-à-dire les professeurs. Voilà. Et nous redonner du pouvoir. On n'a même pas un statut protecteur. Un magistrat, vous lui dites merde, à la rigueur, vous envoie un tôle. Mais nous, on n'a même pas ce statut-là. Voilà. C'est-à-dire que nous, on peut nous dire n'importe quoi, comme on n'est pas assermenté. On pourrait au moins, ça coûterait pas cher, nous donner ce statut protecteur de fonctionnaire assermenté. Pour qu'on arrête de nous tirer dessus, entre guillemets. Nous et les surveillants et tout le monde éducatif, quoi, voilà. On n'a même pas ce statut protecteur. Pourquoi ? C'est une simple décision, ça. Donnez-nous un statut protecteur, quelque chose qui nous protège. Vous avez parfaitement raison. Moi, les quelques collègues que j'ai encore d'enseignement me disent que tout dépend aussi de ce que impulse le chef d'établissement. Mais les chefs d'établissement, ils pensent à leur carrière avant toute chose. Mais certains mènent le combat, quand même, non ? Mais oui, bon, il y en a très peu. Et puis, c'est des anciens profs qui en ont eu marre d'enseigner à un moment donné et qui se sont dit, je vais passer un concours administratif pour être plus tranquille et qui sont passés de l'autre côté de la barrière. Et quand vous êtes de ce côté-là, vous pensez plus aux problèmes que vous aviez en tant que professeur 10 ans avant ou 15 ans avant. Vous êtes dans le système, et vous êtes avec l'inspecteur d'académie, le recteur, c'est plus le même monde. Voilà. Oui. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et Olivier, en fait, tu crois pas que c'est un peu l'idéologie et la philosophie post-68 qui a complètement tué notre école ? C'est-à-dire qu'il était interdit d'interdire, les professeurs n'ont plus le droit de faire redoubler les élèves à une époque, de mettre des mauvaises notes, donc on fait des dictées collectives. C'est cet argument qu'on me donne souvent. On a fait rentrer les parents d'élèves dans les écoles. Il a coulé de l'eau sous les ponts depuis 68. Il y a quand même aujourd'hui la droite qui a été autant aux affaires dans notre pays que la gauche. Il y a eu des ministres éducation de droite. Oui, mais une idéologie. Il y a eu beaucoup de réformes. Et les contre-pouvoirs, je sais pas, moi, quand j'étais enseignant il y a 15 ans, je ne sentais pas un esprit 68ard dans la classe des profs, je te le dis. Alors après, ça peut encore exister. Mais c'est encore un autre problème, parce que oui, les parents ont pris le pouvoir, il y a des boucles WhatsApp où les professeurs ont dit des choses horribles sur eux, on se ligue contre eux, on les attend à la sortie de l'école. S'il y a une leçon qu'on n'a pas aimée, enseigner à notre enfant, il y a de l'intimidation. Mais après, il y a le problème des couteaux, et c'est encore un autre sujet. Je rappelle quand même qu'en quelques années, on a eu 2 professeurs assassinés, Dominique Bernard et Samuel Paty. Il y a eu cette prof aussi à Saint-Jean-de-Luz, avec le mari, on se souvient, qui avait dansé devant son cercueil. On a donc eu une élève, il y a quelques semaines, à Nantes, 57 coups de couteau, et là, désormais, on a une surveillante. Et je me souviens qu'au moment de Nantes, François Bayrou a dit l'école doit être un sanctuaire. L'école n'est absolument plus un sanctuaire, comme d'ailleurs tout le reste de la société. On peut venir vous agresser jusque dans votre lit. On l'a vu la semaine dernière avec l'affaire du homejacking de Christophe Beaugrand. Donc il n'y a plus un endroit safe en France, pour reprendre les termes de Gérald Darmanin. Maintenant qu'on est tous d'accord à peu près sur le constat, sauf la frange la plus radicale de LFI. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pas que ce soit les portiques. Voilà. Et la réponse, elle doit être politique. Oui. Elle doit être politique. Et il doit y avoir une forme de récupération politique pour que ça n'arrive plus, alors que ça arrive de manière hebdomadaire. Il y a des drames en permanence dans ce pays. Et à chaque fois, on retrouve le même dénominateur commun, qui est le couteau. Donc le problème, c'est pas tant le couteau, évidemment, c'est l'arme. C'est la main qui tient le couteau. Voilà.
Moi, je voudrais quand même saluer les professeurs parce que ils étaient respectés, les professeurs. Ils ont toujours été très respectés. Ça a basculé parce que d'abord, la profession s'est paupérisée. Oui. Moi, je trouve que les professeurs sont très maltraités au niveau du salaire. On demande de faire des études et c'est ce que font les professeurs pour se retrouver. C'est des bacs plus 5 minimum pour se retrouver face à des élèves, souvent des petits cons qui n'ont aucun respect, qui ne savent même pas ce que c'est que l'éducation. C'est-à-dire que moi, je me souviens, je sais pas, Géraldine, je sais pas, Gauthier, Olivier, nous on se levait quand le professeur entrait dans la classe. On avait pas une forme de respect. On avait peur du professeur. On avait peur du professeur. Même moi qui est né un siècle après vous, je me suis levé, oui, bien sûr. Un siècle après vous, et Matt, s'il vous plaît, Gauthier, change de ton. Non, mais on se levait, je sais pas, il y avait une espèce de. Enfin, on redoutait, on respectait les professeurs. Et je pense qu'il y a une bascule, mais moi, je n'arrive pas à savoir. L'estrade aussi. Moi, j'ai connu l'estrade. Bien sûr. Quand les professeurs étaient sur une estrade, ça voulait dire qu'ils dominaient la classe. Oui, moi, je l'ai que les parents sont responsables de l'éducation aussi des enfants. Je suis désolée, les parents, il ne faut pas les déresponsabiliser. Non, mais parce que nous, pardon, Géraldine, mais quand tu ramenais une mauvaise note et que tu avais un mot dans le carnet, tu t'en prenais une à la maison. Moi, ça se passait comme ça. C'était pas du tout mes parents qui allaient voir le professeur. C'était plutôt tu t'en prenais une. C'est ça qui a changé. Bon, c'est bon, là, les vieux, là, vous nous emmerdez. Laurent, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous sur. Merci à vous. Mon gonflé, là. C'est bon, là. Allez, passez le certificat d'études, vous emmerdez pas. Olivier est avec nous. Merci, Olivier. Merci d'être là, Olivier. Bonjour, Olivier. Non, Olivier de Calais. De Calais. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tout le monde. Merci, Olivier. Bonjour, Olivier. Olivier, franchement, on essaie de rire un peu, mais on a tous pris un coup sur la tête avec ce qui s'est passé encore aujourd'hui, ce matin, c'est fou, et on se dit, mais dans quel monde on vit? Quand on a fait cette émission, on marche sur la tête, on pensait, on aurait voulu qu'elle colle moins à l'actu que ça, en fait, hein, parce que c'est fou, c'est n'importe quoi. Merci d'être avec nous, Olivier. Oui, alors moi j'ai 55 ans, donc je suis désabusé. Voilà, j'ai alors une grande tristesse bien sûr pour cette dame de 31 ans qui a perdu la vie, pour ses proches, hein, bien sûr. Bon, ça c'est les paroles correctes de tout homme politique, mais je ne sais plus dans quelle société on vit là, parce que là ça n'arrête pas. Et bon, alors je vais pas parler comme un vieux con, mais pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Non, c'est pas grave, j'en ai plein autour de moi là. Mais moi je suis né en 70, mon Dieu, si il y avait de la bagarre, mais là ça devient affolant, quoi, ça devient affolant. Des gosses de 14-15 ans qui flinguent pas une professeure, une assistante, un jeune tué à Dax le soir de la victoire du PSG, pour une casquette, etc. Ouais, pour une casquette. Mais il y a plein de cas, mais ça augmente. Les bras m'en tombent, et oui, le titre de l'émission est bien choisi. On marche sur la tête. Quand bien même, j'en veux même pas au pouvoir public ni au gouvernement, parce que quand bien même on embaucherait 20 000 ou 30 000 forces de l'ordre, police et gendarmes de plus, je pense qu'on est en train de dériver totalement dans une société. Olivier, le problème qu'il y a, je vais vous dire, c'est le manque d'autorité. C'est ça, c'est que en fait, on ne fait plus peur. C'est ça le problème en fait. C'est que et le chef de l'État est pour moi le symbole de ce manque d'autorité, de ce laxisme. Et c'est ça. Comme plus personne n'a peur de rien. On n'a plus peur de la police, on n'a plus peur des professeurs, on n'a plus peur. Voilà, donc forcément, on n'a plus peur de la justice. Donc forcément, d'être libéré. Bah exactement. Donc aujourd'hui, ça découle de quoi? C'est la politique du chef de l'État. Et le chef de l'État, excusez-moi, hein, mais il n'a aucune autorité. On le voit bien. Regardez comment les gens lui parlent sur un plateau. On le voit bien, il n'a pas d'autorité. Moi, je vous dis la vérité, je pense pas que, je sais pas, mais je pense pas moi, je pense pas qu'un mec me parlerait comme ça sur un plateau. Après, voilà, si Louis Boyard. On est bien d'accord. Voilà, on est bien d'accord. Il a de l'autorité à l'international, voilà. Et encore. Non, mais il se fout de lui à l'international. Et je vous rappelle, Cyril, que dans l'émission à laquelle vous faites référence face à Robert Ménard, il avait répondu: je me suis toujours battu pour remettre la sécurité partout. Exactement. Il a osé dire cette phrase il y a un mois. Je me suis toujours battu pour remettre la sécurité partout, alors qu'elle est nulle part de l'aveu même de Gérald Darmanin. Donc il constate lui-même son propre échec. Chaque jour, il doit être face à son échec. Donc évidemment, ça le rend un peu irritable de temps en temps. Non mais c'est fou. Voilà, ce soir sur les océans, donc. C'est fou. Olivier, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y, mon Olivier. Juste dire que bon, moi j'ai un fils de 23 ans. Bon, il est bon, je l'ai bien élevé avec sa mère, etc. Mais moi, bon, j'ai 55 ans, ça va quoi. Mais
Je sais pas dans quelle société on parle là, parce que là vraiment c'est affolant, affolant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci Olivier, c'est moi qui vous remercie. À vous tous. Merci, c'est moi qui vous remercie Olivier d'avoir été avec nous. Merci aux auditeurs d'être avec nous sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Moi, quand je vois ces tweets, quand je vois ces gens qui disent le nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime. Non mais comment Emmanuel Macron peut écrire ça? Excusez-moi, après tous les drames qu'on a vécu, Gauthier Lebray. Mais c'est toujours pareil, c'est un peu la méthode Coué, il faut l'écrire pour essayer que ça arrive, alors que rien ne bouge, rien n'avance. Et Emmanuel Macron, il y a 48 heures, nous disait qu'il était honteux de brainwasher, faire du lavage de cerveau sur les faits divers. Elisabeth Borne nous disait qu'il ne fallait rien faire à chaud après le meurtre d'Elias. Donc vous êtes avec des gens qui ne veulent pas prendre les risques politiques pour que ça change. Donc avec eux, rien ne changera. Et d'ici 2 ans, rien ne changera, parce que même ceux qui ont la volonté de faire bouger les lignes, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, vont être empêchés avec l'absence de majorité. Qui quitte le gouvernement. Merci. La responsabilité politique dans ce moment-là, quand tu vois que pour être remplacé par pire. C'est une question. Par le passé, il y a des responsables politiques qui sont partis parce qu'ils jugeaient que les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, on le sait très bien. Tous ceux qui ont été nommés ministres savaient dès le début que ça allait être très compliqué pour eux et qu'ingouvernable. On le sait. Voilà, merci. Là, en l'occurrence, Gérald Darmanin, il fait une prison de haute sécurité en Guyane. Il propose une loi à la rentrée sur les peines minimales. Voilà. Bien sûr, et Bruno Retailleau, il bouge 01 80 20 39 21. Vous nous appelez. On réagit encore. C'est mieux que rien. Là-dessus, bah oui, c'est mieux que rien. Je suis désolé, c'est mieux que rien. Et c'est pas grâce à Macron. Macron, il ne fiche rien. Non, mais c'en est qu'il ne fiche rien. À tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h11. On est sur Europe 1. On est en direct. On va prendre Ilana, téléphone, qui voudrait discuter avec nous et dire ce qu'elle en pense de tout ça. Et nous, c'est vrai qu'on était un petit peu colère. Contre le président, on va pas se mentir. Après sa sortie ce week-end, et là il y a et là il va nous dire quoi? C'est un énième fait divers. Qu'il aille dire ça aux familles, qu'il aille dire ça aux proches, voilà. Et c'est insupportable. Et ce soir, alors comme le timing, alors que je vais vous dire, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je vais vous dire, je me rappelle quand il avait été élu en 2017, toutes les planètes étaient alignées. Toutes. Fillon avait acheté des costumes, voilà, tout le monde était à la ramasse. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Regardez, ce soir, il va faire une émission sur les océans dont tout le monde se fout. À Nice. J'ai pas dit qu'on se foutait des océans, bien sûr, mais c'est pas là, voilà, c'est pas là, c'est pas l'urgence. C'est pas la priorité des Français. Fasse une émission sur la sécurité. Moi, j'aurais fait une émission. Moi, j'aurais bien mis le président ce soir. J'aurais adoré le voir. Moi, j'aurais mis le président face à 10 policiers. J'aurais mis le président face à 10 infirmiers et infirmières. J'aurais mis le président face à 10 agriculteurs, non, mais 10 agriculteurs, et j'aurais mis le président face à voilà, de 4 métiers comme ça, voilà, et 4 enseignantes, 10 enseignants, 4 enseignantes à chaque fois, j'en aurais pris 4. Ça, c'est ce que veulent voir les Français, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il va leur répondre, parce que l'émission qu'il a fait la dernière fois, c'était ni fait ni à faire. Hein. Franchement, oui, mais vous dites qu'il a perdu la main et qu'il a plus de pouvoir et que maintenant ça sert à rien. Donc du coup, pourquoi s'adresser mais alors à quoi ça sert d'aller ce soir là faire non mais qu'il aille faire du canoë kayak? Parce que l'océan, on considère que c'est un truc un peu transversal, c'est long-termiste et il pense à dans 50 ans. Il pense à dans 50 ans. Les Français, ils pensent à ce qu'ils vont manger ce soir. Ils pensent à ce qu'ils vont manger ce soir, qu'il aille faire du canoë kayak sur l'océan et qu'il arrête de nous emmerder. Mais il est sur un autre. Non mais c'est vrai qu'il arrête de nous emmerder et qu'il prenne un paddle là et qu'il aille faire du paddle là sur la Seine. Il nous emmerde. J'arrive pas à tenir sur un paddle. Bah, très bien. Tu m'étonnes. Non mais frère. Moi j'en ai fait, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Ah ouais. J'ai bien aimé. Vous êtes stable, hein. J'en ai fait tous les paddles maintenant. J'ai bien kiffé le paddle. Ouais, j'avais rien à faire un jour, je suis parti faire du paddle. J'avais besoin de me retrouver. Un peu d'introspection. Ilana est avec nous, Ilana de Créteil. Bonjour Ilana. Oui, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tout le monde. Donc, vous n'arrêtez pas, Cyril, à chaque fois, vous nous racontez ce que vous faites, vous vous éclatez en fait dans la vie. Bah oui, j'essaye, hein, vous savez. Je m'éclate, vous savez, je vais vous dire, quand tous les après-midi, je dois me taper des récalcitrants autour de moi dans le studio, je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Non, c'est vraiment une admission. Ouais, je vais vous dire, il y a des récalcitrants. Voilà. Je vous le dis. Merci Ilana, en tout cas, d'être avec moi. Merci Ilana. Merci. Ouais, dites, moi je voulais réagir évidemment sur cette actualité horrible. Et encore une fois, les mêmes discours creux qui ne veulent rien dire.
il n'y a rien, il n'y a aucune volonté politique pour endiguer ce cancer. Il n'y a rien, ils veulent rien faire, ils veulent juste constater. Et moi, je voulais apporter mon témoignage sur l'école parce que j'ai mon enfant dans une école, alors privée, mais sous contrat. C'est-à-dire que les profs sont des profs de l'éducation nationale. D'accord. Le directeur, il ne peut pas faire ce qu'il veut. S'il y en a un qui ne lui plaît pas, il ne peut pas le gérer comme ça. Et pourquoi je voulais témoigner ? Je voulais témoigner parce que dans l'école, il y a un SAS. D'accord ? L'école a payé avec l'argent. Ils font des collectes, ils demandent de l'argent à gauche, à droite. Ils se débrouillent. Mais ils ont fait un SAS à l'école. Ce qui fait que quand un enfant il rentre dans l'école, il passe d'abord par le SAS. Il y a un gardien avec des caméras. Alors vous allez me dire, c'est Fornox ? Non, c'est juste ce qu'il faut pour assurer la sécurité de tout le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours quelqu'un à l'entrée de l'école, le matin et le soir, qui regarde, qui rentre. Et d'abord, les parents n'ont pas le droit de rentrer, les adultes n'ont pas le droit de rentrer. Si on doit rentrer, on doit demander une autorisation au préalable. Et tout le monde, limite tout le monde connaît tout le monde. Et ce qui est de génial, c'est qu'en début d'année, les parents sont impliqués dans la sécurité des enfants et de l'école et de tous. C'est-à-dire que nous avons une réunion avec le directeur de l'école et tout le corps enseignant qui nous explique comment est organisée l'école, où sont les sorties, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de danger. Et il y a une véritable mini-formation qui est faite tout au long de l'année. Et il y a un groupe spécifique WhatsApp. Si jamais on voit quelque chose de suspect, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui rôde, on a vu quelqu'un mettre quelque chose dans un sac. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous savez qui c'est ? Et tout de suite, tout le monde est alerté. Ce qui fait que tous les parents quasiment se connaissent. Je parle pas d'un petit établissement, c'est un gros établissement. Hein. Et les parents se sentent impliqués. Et je peux vous assurer que s'il y a un gosse qui fait n'importe quoi à l'école, les enfants vont aller en parler aux parents, les parents vont remonter toute la chaîne et le directeur est informé. Et si le directeur ne fait rien, je peux vous assurer que l'ensemble des parents font pression pour que le directeur fasse quelque chose. C'est impossible qu'il n'y ait pas de réaction. C'est clair, l'autorité, elle est là. Les enfants, ils ont peur. Ils se disent, si on fait une connerie, mais je peux vous assurer que c'est toute l'administration qui va leur tomber dessus. Parce que tout le monde connaît tout le monde. Et faire le portier comme à l'aéroport, ça ne sert à rien si c'est un monsieur lambda qui fait ça, qui connaît ni Pierre, Paul ou Jacques, qui ne sait pas qui doit être à l'école et qui est accompagnant. C'est une méconnaissance des élèves. Et ça, c'est hyper important. Olivier D'Artigol, vous voulez dire quelque chose ? Non, mais c'est l'autocontrôle social, c'est bien à l'échelle d'un établissement. Ça peut exister à l'échelle d'un quartier. Moi, je dis systématiquement que j'ai eu une enfance dans les quartiers populaires. Il n'y avait pas de digicode à l'entrée. Il y avait un gardien d'immeuble. Et quand on faisait des bêtises l'après-midi, mais nos parents, le soir, c'est des adultes qui s'occupent là, en l'occurrence, d'enfants et qui sont en contact entre eux avec une utilisation intelligente de WhatsApp, ce qui est parfois, Gauthier nous a souvent parlé, pas toujours le cas. Mais là, il y a quelque chose dont vous faites le récit et on voit bien qu'il peut y avoir des solutions. Et je vous assure que des établissements ou publics ou privés, quand le chef d'établissement, que ce soit le principal de collège ou le proviseur de lycée, tient son équipe avec les parents, dégage une véritable autorité, que son équipe pédagogique est motivée, ça peut en effet prendre la direction que vous dites. Ou pas. Bien évidemment, il y a beaucoup de... Vous savez, à l'échelle d'une même ville, moi je connais ça, je donne pas les villes mais j'ai des copains dans différents établissements, et ben c'est véritablement 2 salles, 2 ambiances selon la manière dont l'établissement est tenu, ou alors c'est laissé au pas de vague. Ouais. Et pourtant, ce sont tous des professeurs de l'éducation nationale. Oui. Mais si on attend que les choses arrivent de là-haut, mais on peut toujours attendre. Dans 10 ans, je vous appelle, on a le même discours. Bien sûr. Oui, les solutions sont sociales aussi. Il faut pas avoir une attitude attentiste. Il faut réagir. Et je trouve que vu que de toute façon, il n'y a rien qui bouge au-dessus de nous,
quand un président nous dit faut pas parler de faits divers, c'est des enfants qui meurent, des familles en deuil. Mais moi, quand le pauvre Elias, à la sortie du club de foot, moi j'ai la trouille de mettre mon fils dans un club de foot. Je me dis mais c'est pas possible, comment il sera protégé? Je ne vais pas l'inscrire à cause de ce genre de choses. Donc quand on voit le drame qui se passe, comment on peut parler de légèreté et de faits divers? Ça rentre même pas dans les faits divers. C'est pas possible d'appeler ça un fait divers. Un fait divers, c'est un chat qui est écrasé. Bien sûr. Bon, c'est pas cool qu'il soit écrasé, je suis d'accord, mais on peut pas, c'est pas possible. Ils prennent pas, je sais pas, ils sont sur un autre monde, les mecs là-haut. Ils sont sur un autre monde. C'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Merci, Ilana, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Merci beaucoup, Ilana. Merci. Et vous savez, Cyril, c'est mon mari qui m'a fait connaître Cyril Hanouna et son émission. Vous l'embrassez, votre mari s'appelle comment? Non, mais Stéphane. Vous l'embrassez, Steph. Et vraiment, il m'a dit, il faut que tu l'écoutes parce que tu vois tout ce qu'on dit là, entre nous. Lui, il le dit à la radio. Merci. Merci beaucoup, Ilana. On continuera, vous inquiétez pas, à dire ce qu'on pense, malgré ces récalcitrants qui sont autour de moi. Merci, Ilana. Merci d'avoir été avec nous. Vous embrassez votre mari très fort de ma part. Vous embrassez Stéphane aussi. C'était extrêmement intéressant ce que vous a dit, Ilana. Bravo. Il y a Kader Dali, qui est avec nous. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, Kader Dali de Nancy. Bonjour, Kader Dali. Bonjour, Cyril. Comment vas-tu? Merci, Kader Dali. Je suis content. Ça fait longtemps que je t'ai pas eu. Oui, je suis de la Haute-Marne, mon cher ami. Je suis à côté de Colombey, les deux églises. Et Nogent, c'est à quelques kilomètres où j'étais pion. Moi aussi, j'étais surveillant. À Chaumont, à La Rochotte et au lycée au Duval, pour ceux qui connaissent là-haut. Et j'ai une vraie tristesse pour cette petite dame. C'est horrible. On avait des petits voyous, des petites frappes à l'époque qui se la jouaient. Mais là, franchement, à 14 ans, et Nogent, je peux te dire que c'est la cambrousse totale. C'est pas du tout le collège de cité. Mais Kader Dali, si je peux dire un petit truc, rebondir sur ce que vous dites, Kader Dali. Là, ce ne sont même pas des voyous. Ce sont des mecs qui veulent se faire remarquer, qui disent on veut faire une dinguerie. Pour vous dire, c'est ça qui est grave. Ça veut dire que c'est pas du tout. Tu sais, Cyril, si je peux me permettre. Allez-y. Je suis sûr et certain, pour connaître un peu cette jeunesse, parce que j'ai été pion, puis après j'ai travaillé que dans les quartiers dits sensibles pendant 20 ans, parce que j'étais chargé de mission politique de la ville et cohésion sociale à Nancy et les différentes banlieues. Et ce gamin-là, c'est un drogué de jeu GTA. J'en suis persuadé. GTA ou Call of Duty. Et je vais te dire, on a eu une embrouille l'année dernière que j'ai dû gérer au-delà des violences urbaines qu'on a eues avec la fameuse affaire Naël. On avait eu un conflit entre des jeunes de quartier et les Tchétchènes. Il y avait un conflit, à gérer. Et j'avais vu les fameux jeunes en train de faire des courses dans une grande surface. Et ils m'ont dit, tu sais, ce soir, Kader, on va faire GTA avec les Tchétchènes ce soir. Moi, j'avais pas compris, en fait. Donc, je chope le gamin, ils étaient une vingtaine, et il me dit, tu sais, on va faire GTA ce soir. Je dis, ah bon, faites une soirée jeu console. Il me dit, non, pour de vrai. On va les tilter. Donc, le GTA, pour eux, quand tu tues quelqu'un ou quand tu mets un coup de couteau, t'appuies sur un bouton sur la manette, la personne revit. Donc, je pense que dans leur tête, pour ceux qui sont drogués de ces jeux-là, H24 où il n'y a plus de contrôle, ils pensent que quand tu mets un coup de couteau, tu vas rappuyer sur la manette et la personne va revivre et on pourra recommencer. Et moi, tous ces jeunes que j'appelle la jeunesse Covid qui a squatté pendant quelques mois devant leur console et qui n'ont pas réussi à décrocher, c'est ces jeunes qui n'arrivent plus à faire la distinction entre la réalité et le virtuel. Tu sais, quand ils tapent les magasins, sais que c'est le jeu GTA, tout ça. Le jeu GTA, c'est de taper les magasins, c'est de taper les policiers, et tu tapes en vrai, avec un flingue, avec un mortier, avec ce que tu veux. Et cette jeunesse est véridique, parce que nous, on a été des jeunes de quartier, toi aussi peut-être, Cyril, il y avait des petites bagarres, il y avait des petits voyous, on avait des voyous, on avait des gens qui faisaient des roues arrière. Mais quand le pépère du quartier te disait vous dégagez de l'entrée parce qu'on squattait les entrées, on n'avait pas des MJC, des centres sociaux. Ils sont tout maintenant. Kader Dali, restez avec nous sur Europe 1. On va vous reprendre dans un instant. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, 17h33. C'est Europe 1. On est là, on est bien, on est heureux d'être avec vous en tout cas. Et il y a énormément de gens qui veulent réagir. Il y a Kader Dali qui est avec nous de Nancy il y a un instant, qui réagit à ce drame qu'on a connu ce matin à Nogent-sur-Marne. En plus, il habite juste à côté. Et c'est vrai que ce que nous disait Kader Dali était extrêmement intéressant. On va réagir juste après aussi au Ballon d'Or. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a Kylian Mbappé qui a donné son avis. Il y a Didier Deschamps également. On prend Kader Dali
Dali, et après, on va enchaîner là-dessus. Merci Kader Dali d'être avec nous. Oui, quelle tristesse. Et puis, je vais te dire, on essaye tous de réguler nos enfants parce que ils arrivent avec des outils. Il faut aller plus vite que la musique pour réguler et puis leur apprendre à parler, leur apprendre à se comporter, leur apprendre à se tenir. Et quand tu essayes de dire à ton fils de pas dire frère à ta sœur, de pas dire frère à tes potes, à tout va, et puis que le premier d'entre nous, quand il y a une variété, on a gagné, frère. Le président de la République, il dit ça. Alors tu vas lui dire quoi à ton fils? Il va te dire, le président, il le dit, papa, t'es ringard si tu le dis pas. Eh ben, tu peux faire tout ce que tu veux. Si les grands de l'époque nous avaient pas éduqués, on n'aurait pas eu cette problématique. Voilà. Bien sûr. Merci Kader Dali, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Vous nous rappelez quand vous voulez. Merci Kader Dali. Oui. Merci beaucoup, merci.